m'ont invité, la Carmagnole et Attaque. Merci à vous tous et toutes d'être là. Bon, je vais essayer d'être assez brève sur un sujet qui est absolument immense, transition écologique et justice sociale. Bon, je pense qu'il va me falloir quand même un peu de temps pour arriver à développer, arriver à un certain nombre de propositions. Nous sommes en 2019, mais disons juste après 2018, année pour laquelle nous avons eu des nouvelles assez effrayantes concernant les dérèglements écologiques, en particulier des dérèglements climatiques. C'est l'année la plus chaude qui ait jamais été enregistrée depuis qu'on fait des enregistrements de température globale. Donc ça, c'est la première chose qui fait que cela a été vécu concrètement avec la chaleur, les sécheresses, etc. Et donc ces questions-là, climatiques, écologiques, ne sont plus simplement des scénarios pour 2050 ou 2100, ne sont plus des tableaux plus ou moins compliqués à s'approprier, c'est plus abstrait, c'est vécu concrètement, c'est vu concrètement. Les glaciers fondent, ça se voit. Pour qui se promène dans les Pyrénées, pour qui se promène dans les Alpes, qui compare des cartes postales sur 10 ans ou des photos, ça se voit à l'œil nu, en dehors même de tous les laboratoires et des alertes scientifiques que nous avons pu avoir. Donc c'est ressenti, et on sent bien qu'il y a, de manière diffuse, informe souvent, une prise de conscience et une véritable inquiétude. Ça, c'est la première chose. Et donc l'idée qu'il faut vraiment faire quelque chose, et que des mesures d'ampleur s'imposent. Une demande de mesures significatives pour engager une transition, je reviendrai sur le terme transition, et en même temps l'émergence d'un mouvement social, les Gilets jaunes, et des ramifications de ce mouvement social, qui, ne l'oublions pas, est parti, sa première existence est partie du refus de l'augmentation du prix de l'essence et du refus de la taxe carbone. Et ce mouvement a fait apparaître, a rendu visible dans la société une souffrance sociale qui était invisible, ou mal vue en tout cas. De la détresse sociale a fait apparaître aussi des déséquilibres territoriaux absolument terribles, une désespérance territoriale pour nombre de ces personnes qui vivent dans des territoires dans lesquels il n'y a plus les services publics, dans lesquels le commerce est totalement réduit et concentré dans des grands supermarchés, etc., etc. C'est-à-dire des régions qui sont finalement dans une sorte de trappe par rapport au transport et qui n'ont pas le choix pour beaucoup d'utiliser la voiture ou de ne pas utiliser la voiture. Et donc il y a une souffrance sociale qui s'est exprimée et qui a pu être interprétée par certains comme un refus de toute transition écologique. Et on a vu réapparaître dans cette période-là une opposition construite, pas obligatoirement réelle, j'y reviendrai, entre les exigences de la transition écologique et cette expression d'une détresse sociale, d'un essolement aussi, le rôle des ronds-points, la recréation d'une communauté, etc., qui sont apparus, et donc des questions sociales qui n'apparaissaient pas, qui tout à coup surgissent et qui durent, même si on a un peu oublié maintenant la première revendication de ces Gilets jaunes. Et ma question, j'y reviendrai, je me demande si justement ces Gilets jaunes, ce que ça représente, ce n'est pas une des premières, si ça ne témoigne pas aussi d'un basculement de la société, et si ce n'est pas une première forme de manifestation, ou en tout cas de réaction, par rapport à ce qu'on appelle la transition écologique. D'où, bien entendu, quand on m'a proposé le sujet transition écologique et justice sociale, bon, ça me paraît complètement au cœur de ce que nous vivons en ce moment, avec à la fois les désastres écologiques et ce mouvement social informe, composite, bon, aussi très fort dans une partie de la société, l'idée, et j'y reviendrai, que finalement la transition écologique, ce serait finalement une élite éclairée qui aurait compris, qui elle aurait compris grâce à l'accès à l'information, etc., qui aurait compris ce dont il s'agit
et qui pourrait élaborer des plans de transition écologique, et une masse qui ne comprend pas, et surtout même les pauvres, parce que c'est assez classique. On a souvent pensé que les pauvres, du fait qu'ils n'avaient pas beaucoup de revenus, donc du fait qu'ils n'étaient pas riches, n'avaient pas accès à des biens de consommation verts, et que finalement les pauvres étaient polluants, beaucoup plus que les riches. Et ça, c'est une vieille tradition, je dirais, hein, de croire que la pauvreté finalement salit. La pauvreté est sale, la richesse est riche, et la richesse est propre. Et donc là, ce mouvement plus ou moins avec une pauvreté, une détresse qui s'exprime, on l'a très vite assimilé à un refus de toute réflexion sur la nécessaire transition écologique. Et c'est ça que je vais essayer d'analyser et certainement aussi de déconstruire. Ça laisse penser que transition écologique et justice sociale, ce sont deux univers différents et qu'il va falloir les faire coïncider de gré ou de force. Ça correspond à une vieille culture que nous avons, très ancienne, qui considère que l'écologie, c'est l'environnement des sociétés. Il y a l'environnement, et là il y a une science qui s'appelle l'écologie qui s'occupe de tout ça. Et puis il y a les sociétés, les organisations humaines, et les sociétés, ce sont les humains qui décident tout seuls, sans aucune interférence avec cet environnement, qui de temps en temps nous embête, mais bon, ce sont les sociétés qui, au nom de l'émancipation, de l'autonomie, etc., sont capables de décider exactement ce qu'on va produire, ce qu'on va consommer, comment on va le produire, etc., etc. Ça, c'est tout un héritage qu'on a de nos sociétés industrielles modernes, avec une séparation stricte, avec ce qui est de l'ordre de la nature, de l'environnement, et ce qui est de l'ordre de la société. Et ce qui est en train de changer, mais radicalement, je crois, et que les bases de la société ont comprises, c'est que nous nous croyions complètement autonomes, on se croyait un peu hors sol, finalement. Comme si on pouvait décider de comment nous allons vivre ensemble, sans tenir compte du tout de ce qu'est la nature, de ce qu'est la terre. Nous vivons hors sol, un peu comme la finance qui vit complètement, qui semble vivre hors sol, hein, offshore on dit aussi, hors sol, hein, c'est toutes les histoires d'économie dématérialisée, une économie qui pourrait, une activité qui pourrait se passer quasiment de matière, d'énergie, etc. Hein, c'est l'énergie libre, l'économie dématérialisée, l'économie immatérielle, les services. Bon, nous aurions trouvé la façon finalement de nous libérer totalement, hein, de ces attaches par rapport à la terre, par rapport à la nature, et tout ceci finalement, ça concernerait des écologues qui s'occupent d'écologie, pendant que les sciences humaines et les sciences sociales s'occupent de la société. Or, aujourd'hui, nous faisons l'expérience, nous modernes et nous occidentaux, et dans les pires conditions, nous en faisons l'expérience, que nous dépendons complètement des écosystèmes. Et nous le faisons de manière dramatique. Parce que ce n'est pas toujours amical, notre dépendance. On pourrait se dire, nous avons des relations avec la nature, avec la terre, des relations de coopération, sauf que la nature, elle n'est pas toujours coopérative. Et qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons par exemple avec un réchauffement climatique qui nous échappe et dont nous prenons conscience que nous dépendons, mais pas en termes théoriques abstraits, nous dépendons pour l'agriculture, c'est-à-dire pour la nourriture, dont nous dépendons pour les énergies, toutes les énergies que nous les transports. Ça a un impact quasiment sur toute notre vie concrète. L'écologie, ce sont nos milieux de vie. C'est notre milieu de vie. C'était la définition d'André Gortz de l'écologie aussi. C'est notre milieu de vie, c'est pas une science abstraite, l'écologie. C'est comment nous mangeons, ce que nous mangeons, comment nous nous transportons, vers où nous allons, c'est comment nous nous soignons. C'est tout ça, c'est très concret. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que nous dépendons des écosystèmes. Nous apprenons aussi qu'il y a une réduction massive de la biodiversité, et nous prenons conscience tout à coup que nous sommes une espèce qui a cru être maître et possesseur du monde entier, et nous nous rendons compte que nous dépendons même des insectes pour vivre.
ces petites bestioles que nous considérions avec un mépris total et qui nous gênaient, qui nous gênent énormément généralement, et qu'on a traité à l'industrie lourde, on se rend compte qu'ils font partie d'une chaîne quand même dans laquelle nous sommes. Et ça, c'était totalement oublié, ou c'était dénié. Et donc nous faisons l'expérience concrète, quotidienne, de notre dépendance aux écosystèmes. Et encore une fois, nous ne le faisons pas uniquement pour célébrer les beautés de la relation avec la nature ou la terre, parce que ça existe aussi. Moi je suis venu ce soir, il y avait un magnifique coucher de soleil sur le Pérou, c'était très beau, c'est ça aussi. Mais nous faisons, et nous avons besoin de ces expériences d'admiration, etc. Mais nous faisons aussi l'expérience d'un détraquement de ces écosystèmes et de menaces par rapport à nos vies concrètes. Et pas les générations futures, comme on nous l'a dit au moment du développement durable, etc., etc. C'est les générations présentes. Et d'ailleurs, elles commencent à nous le dire, les générations présentes. Les jeunes commencent à nous demander quand même, à demander des comptes. Dans quel monde allons-nous vivre? Et donc ceci, ça fait partie, je crois, d'une véritable transformation du regard que nous avons sur notre propre monde. Et deuxième expérience que nous faisons, c'est que nous avons enclenché des événements avec notre toute-puissance dont nous ne sommes plus maîtres. Le réchauffement climatique a été pour ça un choc, je pense, pour beaucoup. Pour moi, ça l'a été. Et je pense pour beaucoup. Ça a été un moment très fort quand j'ai pris conscience de ce qui se passait. Je me suis rendu compte que on peut toujours discuter au niveau de la société, on peut se mettre autour d'une table, à condition qu'il y ait un rapport de force, quand même, et on peut discuter d'une loi travail, revenir sur la loi travail, on peut discuter, on peut refaire le système financier international, on peut lutter contre l'évasion fiscale, on peut se mettre d'accord avec des conflits, mais on peut se mettre d'accord éventuellement. Là, avec la nature ou avec la terre, on ne négocie plus. On n'a pas envie qu'il y ait des sécheresses, on n'a pas envie qu'il y ait des ouragans un peu partout, de plus en plus fréquents, de plus en plus forts. Mais ça ne nous appartient plus. Et donc, le réchauffement climatique, il est enclenché, et même si nous étions maintenant ultra vertueux, ce qui n'est pas le cas, le réchauffement climatique, il existe, il est enclenché. Et donc, nous avons aussi à penser à comment, la manière la plus juste possible, et la plus démocratique possible, la plus solidaire possible, nous allons vivre avec ça, avec ces événements-là. Parce que ça, ils ne sont pas négociables, et ils sont irréversibles pour certains. De même, contrairement à des folies technicistes, on ne recrée pas des milieux de biodiversité. Quand il y a des écosystèmes qui meurent, c'est toute une chaîne de relations qu'on ne peut pas reconstruire. Et donc, la disparition, l'extinction de la biodiversité, la 6e extinction dans laquelle apparemment nous sommes, que nous avons le devoir de freiner, bien sûr, mais nous ne pourrons pas refaire ce que nous avons détruit. Là, nous sommes dans de l'irréversible. Ce qui n'est pas le cas au niveau d'une société. Voilà pourquoi la question de la justice est complexe. Parce que la justice sociale, elle peut toujours, par des droits, etc., rectifier des situations. En revanche, les humains aujourd'hui ne peuvent pas rectifier un certain nombre de situations auxquelles nous sommes aujourd'hui soumis. Et donc, il nous faut penser ensemble comment vivre avec, et bien entendu, freiner tout ça le plus vite possible. Et une fois qu'on s'est freiné, et en même temps, vivre avec de la manière la plus démocratique et la plus solidaire possible. Parler de questions sociales, aujourd'hui, si on n'inclut pas ces domaines-là, c'est être complètement à côté de ce que vivent même les gens. Aujourd'hui, on meurt davantage des particules fines que des accidents du travail. Ça ne justifie en rien les accidents du travail et la lutte nécessaire par rapport aux conditions de travail. Mais il y a aussi des morts qui sont plus ou moins invisibles parce que les gens ne tombent pas comme ça les uns après les autres, mais il y a dans la société des injustices également qui ne sont pas dues simplement à l'organisation de la société, mais qui sont dues aussi à un impact désormais
qui n'est pas maîtrisable aussi, en tout cas, qui tout n'est pas entièrement méprisable sur les sociétés. Donc, les sociétés et la nature sont complètement liées, les sociétés et l'écologie ne sont pas séparables, nos activités modifient la Terre, et en retour, la Terre répond. Elle répond violemment, elle n'est pas toujours la gentille mère nourricière, hein, elle n'est pas toujours coopérative. D'où nécessité de la transition. J'y reviendrai parce que quand on dit transition, c'est transition de quoi vers quoi? Parce que transition, c'est devenu un mot que tout le monde emploie. Et on va d'où à où? Hein, transition, c'est ça, il y a un chemin. Mais ce chemin, il faut un point de départ, et même si on ne connaît pas le point d'arrivée, il faut une direction quand même, parce qu'il y a beaucoup de chemins différents. Ce terme de transition, il est né en fait, bon, il y a plusieurs naissances, hein, mais on en a beaucoup parlé, en tout cas en Europe, de la transition, dans les années 2000. Ce sont des expériences qu'il y a eu en Grande-Bretagne, autour de plusieurs villes qui se sont déclarées villes en transition. Et il y a eu un des leaders, mais il n'y a pas que lui, qui s'appelle Hopkins, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le manuel de la transition ». Ce manuel de la transition, qui a eu un écho extrêmement important partout dans le monde, hein, il a été traduit partout, etc. Leur idée, c'était, 2006, vous voyez, il y avait déjà des alertes, mais il n'y avait pas les alertes encore comme aujourd'hui, mais il y avait déjà des alertes. On avait les rapports du GIEC, on avait les rapports sur la biodiversité, etc. Et il y avait le problème de l'énergie, problème du pétrole. Alors le problème du pétrole aussi, ce qui a énormément changé nos mentalités, et ça il faut qu'on le mesure, il faut qu'on en soit content, parce qu'on est souvent mécontent, mais il faut être aussi un peu bienveillant par rapport à ce qui nous arrive. Pendant longtemps, moi je suis économiste, moi je ne le faisais pas trop, mais mes collègues ont enseigné, le b.a.-ba de l'économie, c'est que le pétrole, l'énergie est rare. C'est un bien rare. Et donc, si c'est rare, il faut tout faire pour en développer la production. Et il y avait la rareté des ressources naturelles. Et le changement qui s'opère, et le manuel de la transition est dans cette logique-là, c'est que finalement, des énergies fossiles, on en a trop. Elles ne sont pas rares, il y en a trop. Et même, donc, et là maintenant après, tous les rapports du GIEC, de l'Agence internationale de l'énergie, ce ne sont pas des écologistes, hein, de l'ONU, etc., montrent que si on veut garder un réchauffement climatique dans lequel on puisse encore envisager des transitions, c'est-à-dire en dessous de 2 et plutôt en dessous de 1,5 degré à l'échelle 2100, eh bien nous devons laisser ces ressources naturelles fossiles sous le sol, dans le sol. Donc il n'y a pas du tout rareté de l'énergie, il n'y a pas de crise de l'énergie. Il y a trop d'énergie fossile. Alors ça, pour nous qui avons été éduqués dans l'idéologie de la croissance, l'idéologie du manque, la peur de la pénurie, la rareté, la rareté c'est la base de la science économique. La science économique, on appelle ça la science de la rareté, gérer des ressources rares de la manière la plus optimale possible. Ben non, ils m'ont dit non, c'est pas rare, il y en a beaucoup trop. Et là maintenant il faut décider comment on s'organise pour les laisser sous terre, et vite. Et donc tout ça modifie considérablement nos manières aussi de voir le monde, ou en tout cas doivent les modifier. Nous avons trop d'énergie. Et c'est ça, enfin nous, je vais revenir sur le nous, hein, mais c'est ça qui justement pose problème aujourd'hui. Et ça c'est un changement de culture politique, pas seulement économique, énorme, culture sociale énorme. C'est toute une tradition de 2 ou 3 siècles qui est en train de se modifier. Et donc eux, ces transitionneurs, on les appelle, en 2006, ils ont publié ce livre, et ils ont mis en place ça dans une ville, en Angleterre, de 100 000 habitants, à peu près, dans lequel ils ont essayé de repenser la ville post-énergie fossile, post-pétrole. C'est-à-dire, ils ont considéré, voilà, on n'utilise plus le pétrole. Comment on se réorganise? Ou on le diminue considérablement. Ils appellent ça la descente énergétique. Et donc, si vous voulez, c'est très intéressant. C'est qu'il n'y en a plus, comment on se réorganise? Et donc, c'est toute l'agriculture, ce sont les transports, c'est l'habitat, c'est l'architecture,
c'est tout. Et ils ont réimaginé une ville post-pétrole autour de la solidarité, évidemment, de la lutte contre la pauvreté en même temps, et donc de l'acceptabilité sociale de cette transition. Et donc c'est vraiment parti de là, et c'était une conception, et là j'insiste là-dessus, très holistique, c'est-à-dire on ne traite pas l'agriculture d'un côté avec une petite mesure, et de notre côté l'énergie, et de notre côté l'eau, et de notre côté... Non, c'est une conception globale, holistique, parce que tout ça, ça a des relations les uns avec les autres. Donc, il y avait l'idée qu'on ne peut pas attendre. On ne peut pas attendre la fin du capitalisme, on ne peut pas attendre la fin de... etc. Il faut tout de suite passer à des alternatives concrètes. Et là, il y a aussi un changement de culture politique, je pense, assez large dans ces années 2000 et 2010. C'est cette idée que les mondes que nous voulons et qui sont nécessaires, le monde post-pétrole, post-énergie fossile, post-nucléaire, post-tout ce qu'on veut, post-agriculture productiviste, etc., il y a l'idée qu'ils ne se feront pas par décret. Ils ne se feront pas par décret. Ça ne s'est jamais fait par décret. Les grands changements de société, ils ont supposé des expérimentations sociales. Les mondes que nous voulons, eh bien nous devons les faire émerger là. Pas dans un après, un post-capitalisme, ou je ne sais pas ce qu'on veut. Nous devons aujourd'hui nous engager dans des alternatives concrètes. Et ça, c'était l'idée de la transition. Cette idée de transition concrète. Pas sur, comment dire, pas rhétorique. Pas abstraite, rhétorique. C'est je m'engage. Et on se lance dans des initiatives. Il y a autant d'initiatives de transition délocalisées partout dans le monde. Aujourd'hui, c'est des alternatives concrètes, ce n'est pas ce qui nous manque. Ce qui nous manque par rapport à ce que nous vivons, c'est pas de savoir comment on va résoudre l'équation. On sait à peu près. On sait à peu près. Bon, on a des inconnus. Ce qui manque aujourd'hui, c'est sans doute des projets politiques ou des volontés politiques ou des types d'organisations qui permettent de... Mais sinon, pour ce qui est de l'énergie, pour ce qui est de l'agriculture, justement, sont expérimentés dans ces expériences de transition, expériences alternatives, appelons-les comme on veut, sont expérimentées des formes de reconstruction d'un système énergétique, d'un système agricole alimentaire qui fonctionne et qui répond à des objectifs à la fois sociaux et écologiques. Tout le monde parle de transition. Alors, je voudrais dire deux grandes orientations, avant de venir à nos alternatives concrètes, deux grandes orientations concernant la transition. Total fait de la transition. Total fait des énergies renouvelables. Il continue à investir dans les énergies fossiles et ça ne diminue pas, et ils font aussi des énergies renouvelables. Donc, en matière énergétique, il y a toute une partie de la transition qui signifie qu'il faut qu'on réponde à l'augmentation de la demande d'énergie. Et on ne peut pas y répondre avec des énergies fossiles parce que ça pose des problèmes pour le climat. Et puis, bon, les énergies fossiles, on verra, elles ne sont pas non plus infinies, elles coûtent de plus en plus cher. Les énergies conventionnelles, il y a le pic des énergies conventionnelles, il faut aller forer de plus en plus profond, enfin bon, c'est compliqué. Et donc, on va développer en même temps l'éolien, le solaire, les grands barrages, etc., qui sont des compléments d'un système énergétique qui reste fondé, malgré tout, sur la hausse de la production, la hausse de la consommation générale, et sur un mix. Alors en France, nous avons nucléaire, fossile et énergie renouvelable. Il y a deux grandes manières de voir la transition aujourd'hui. À l'intérieur, disons, d'une pensée un peu dominante. Il y a la transition libérale. Et une transition libérale et une transition qui est plus, comment dire, étatique, redistributive, etc., keynésienne, disons. Les deux ont en commun de penser
que la justice, pour qu'il y ait justice, il faut qu'il y ait croissance. La justice est la conséquence de la croissance. Alors, on ne parle plus de croissance comme ça aujourd'hui, on dit croissance verte, ou croissance... On a mis beaucoup d'adjectifs à croissance, hein. C'est comme un développement, elle est verte, elle est durable, elle est immatérielle, elle est propre, enfin tout ce qu'on veut. En tout cas, ce qu'ils partagent, c'est de la croissance, c'est à partir de la croissance qu'on pourra penser la justice sociale. Croissance verte, développement durable, etc. Alors, du côté des libéraux, ça s'appelle le ruissellement. Vous avez entendu ça. C'est une vieille théorie, hein, 2 siècles, qui est la théorie française actuelle. Il faut qu'il y ait de la croissance, il faut qu'il y ait un enrichissement global, et ça ruisselle. Et ça ruisselle sur toutes les couches sociales. Et donc ainsi, la croissance verte va permettre de faire coïncider la transition écologique avec la croissance verte et la justice sociale, puisque ça ruisselle. Et donc ça, c'est toutes les théories du ruissellement, mais c'est les vieilles théories que... c'est Jean-Baptiste C, 19e siècle, quoi. Bon, c'est vraiment vieux, hein, comme façon de penser. Et donc, ce qui vous explique que dans ce cas-là, la transition, c'est quoi? Il faut favoriser l'investissement. La clé, c'est l'investissement. Et l'investissement vert, si possible. Et la clé, c'est l'investissement vert, donc les technologies vertes, toutes les technologies vertes, c'est l'espérance technique aussi, l'espérance technicienne. Parce que de la technique, on en a besoin, mais l'espérance un peu techniciste même, finalement la technique va arriver, grâce à la technique, on va passer de la croissance brune, ou marron, ou sale, à une croissance propre. Donc, il faut libérer l'investissement. Et comment on fait pour libérer l'investissement? Il n'y a pas assez d'investissement. Il n'y a pas assez d'investissement vert. Il faut une façon de libérer l'investissement, il faut libérer les profits, il faut libérer les dividendes, il faut attirer les investissements. Bon, je ne vais pas plus loin, je pense que c'est à peu près ce qu'on entend tous les jours, donc je pense qu'on est assez au fait de cette façon de penser. Et je dirais que cette vision libérale, il y a aussi, il ne faut pas gêner les entreprises, et donc c'est plutôt une vision de refus de l'écologie punitive, certains disent. Moi personnellement, je trouve ça très grave. Certains qui se revendiquent républicains d'ailleurs, quand disent qu'une réglementation est punitive, je trouve que c'est un manque de réflexion totale. Que serait un monde dans lequel il n'y a pas de réglementation? C'est invivable. Moi, on me demande de m'arrêter au feu rouge, je m'arrête, je ne considère pas que je suis puni. Je considère que c'est une règle, parce que sinon, il n'y a pas de circulation collective possible. Ce n'est pas une punition. C'est une règle de vie en société. Et donc, ça a été tout ce qui est maintenant une réglementation écologique, c'est de l'écologie punitive. Bon, en revanche, on ne punit pas, ça ne pose pas de problème, qu'on nous empoisonne aux pesticides. Ça, visiblement, il n'y a pas de punition prévue. Hein, bon, il y a quand même empoisonnement assez généralisé aux pesticides. Et donc, pas de réglementation, et c'est l'éloge des petits pas et des petits gestes. Tous responsables, on l'a entendu. Nous sommes tous responsables. Alors, j'y reviendrai. C'est vrai que nous sommes tous responsables. C'est pour ça que nous sommes là d'ailleurs. Parce que nous nous sentons concernés. Et que nous avons envie d'agir. Et que nous pensons qu'il ne s'agit pas de dire « moi je fais rien, c'est aux autres de faire ». Ça, nous avons cette responsabilité politique-là. Mais en revanche, dans les dérèglements que nous vivons aujourd'hui, les niveaux de responsabilité sont différents, voire s'opposent, il y a du conflit. Toute l'industrie chimique qui aujourd'hui ne devrait plus gagner. Toute une partie aussi de l'industrie pétrolière qui ne devrait plus gagner aujourd'hui. Et qui continue à gagner autant qu'on veut. Et donc dans ce cadre-là, on a mis une taxe. Une taxe qui, chez certains libéraux, est refusée parce qu'ils préfèrent, j'y reviendrai, le marché du carbone, pour donner un prix au carbone. On met une taxe. Cette taxe carbone, c'est pas du tout sérieux. Elle n'est pas du tout prise au sérieux. La taxe carbone, parce qu'il faille mettre un prix sur les pollutions, pourquoi pas? Ceux qui émettent beaucoup de carbone à la production, pourquoi ne seraient-ils pas taxés?
qu'on taxe les pollueurs, bon, pourquoi pas. Mais là, ce n'est pas une taxe carbone qui a eu lieu. Parce que cette taxe, bon, elle touchait uniformément les consommateurs, pas du tout les entreprises, j'y reviendrai, notamment l'aviation, le maritime, etc., etc. Donc, elle n'est pas sérieuse. Les grands pollueurs n'étaient pas concernés. Première chose. Deuxième chose, c'est que cette taxe ne servait absolument pas à financer la transition énergétique. 20% du produit de la taxe devait être affecté, 23%, à la transition énergétique. C'était un moyen de remplir les caisses de l'État, alors qu'on les vide par ailleurs avec certains cadeaux fiscaux. Donc, si vous voulez, c'était assez dramatique, parce qu'il y a des personnes, moi j'en fais partie, qui n'excluent pas a priori l'idée qu'il puisse y avoir, à un moment donné, avec d'énormes conditions, la nécessité de faire payer les pollueurs. Et qui sont les pollueurs? Bon, c'est le principe pollueur-payeur, alors que là c'est plutôt pollueur-payé, dans lequel nous sommes. Donc pourquoi pas, dans le mouvement des Gilets jaunes, sur ces sujets-là, elles ont énormément avancé. Énormément. Parce que, si vous voulez, pour les libéraux, la taxe, elle permet de donner ce qu'ils appellent un signal-prix. La fiscalité, ça donne un signal-prix. Il faut faire augmenter, il faut donner un prix, mettre une taxe, faire augmenter le prix de l'essence, comme ça les gens utiliseront moins la voiture. Alors là, il y a un rapport de l'IDRI sur l'inefficacité de cette taxe carbone. Elle est complètement inefficace. Pourquoi? Parce qu'en économie, on dit la demande n'est pas élastique au prix. C'est-à-dire, quand vous habitez à 40 km de Montpellier, parce que les terrains sont moins chers, que vous avez de petits salaires, de voitures, qu'il n'y a aucun supermarché, il n'y a aucun service public de proximité, vous ne choisissez pas de prendre la voiture. Vous êtes obligé de prendre la voiture. Il n'y a pas le choix. Et beaucoup d'ailleurs dans les Gilets jaunes, on a beaucoup entendu ça. Il n'y a pas le choix. Donc le prix, ça peut être un signal, à condition que j'ai le choix. Je vais prendre tel café plutôt que tel café, le prix, là ça peut jouer, j'ai le choix. Mais sur la consommation d'essence, la plupart des gens aujourd'hui n'ont pas le choix. La voiture, c'est pas uniquement pour partir en vacances ou les week-ends. La voiture, essentiellement, c'est pour travailler, c'est pour rejoindre un hôpital, pour rejoindre une clinique, pour rejoindre un médecin, pour rejoindre un supermarché parce qu'il n'y a plus de commerce, etc., etc. Et donc, l'argument, si vous voulez, signal-prix, ne fonctionne pas. Elle est, en plus, inefficace. Parce que le but, c'est quoi? Le but, c'est de restreindre la consommation d'essence. Ce qu'il faut, j'en suis convaincu, il faut diminuer notre consommation d'énergie. Ça, c'est sûr. On ne pourra pas régler la question climatique, mais la réduire comment? Et là, on sait que, bon, on pourra en reparler, il y a des scénarios qui montrent comment on peut réduire notre consommation d'énergie sans baisse de confort. Parce que ce n'est pas un confort d'avoir 2 voitures pour aller au supermarché. Ce n'est pas quand même le bonheur absolu d'entretenir 2 voitures avec tout ce que ça peut vouloir dire. La voiture n'est plus du tout l'objet de liberté aujourd'hui. Elle est la contrainte, la voiture, aujourd'hui. La contrainte. Aujourd'hui, le luxe, c'est de ne pas avoir de voiture. C'est ça le luxe. Comme beaucoup de gens dans des centres-villes qui peuvent se passer de voiture. Mais dès qu'on n'est plus dans ces situations-là, on est obligé d'avoir une voiture. Cette justification libérale de la taxe ne fonctionne pas. La taxe, en plus, elle est socialement, alors là, totalement injuste. La taxe, elle est socialement injuste. Pour les chiffres qui sont donnés, il y a plusieurs calculs qui ont été faits. Elle pèse 5 fois plus sur le budget des 10% les plus pauvres que sur le budget des 10% les plus riches. Parce que c'est une taxe qui est homogène, si vous voulez. Or, justement, pour la transition écologique, les mesures qui doivent être prises, parce qu'il va y avoir des mesures contraignantes à prendre, il faut qu'il y ait une acceptation sociale. Sinon, on a des mouvements type Gilets jaunes, pour moi c'est le premier, si on continue comme ça. On a ce type de mouvement. Il faut qu'il y ait une acceptabilité, c'est-à-dire, et l'acceptabilité c'est quoi? Il y a une revendication juste de justice. Et pas une justice pour les générations futures, ou je ne sais quoi, justice pour les générations présentes.
Pour les libéraux, la taxe, c'est uniquement le signal prix. C'est changer les comportements. On augmente le prix pour obtenir un changement de comportement qui fait que les gens vont moins consommer. Ça ne marche pas pour l'essence. Ça ne marche pas non plus pour le chauffage des appartements. Des appartements qui aujourd'hui ne sont pas isolés et ont des systèmes de chauffage absolument délirants, bon, à moins de décider d'avoir froid, ce que font beaucoup de gens. Alors il y a l'autre version, que j'appellerais la version social-démocrate, ou un peu plus social-libérale, je ne sais pas comment dire. Il y a aussi l'idée de la croissance verte, très forte. Très très forte, et l'idée de la voiture électrique, etc., etc. Mais non seulement la voiture électrique n'est pas la solution, mais c'est un problème même. C'est un vrai problème. Bon, déjà, si le parc automobile français actuel était converti tout, tel qu'il est, en voiture électrique, il nous faudrait 7 ou 8 réacteurs nucléaires de plus. Elle pollue aussi. Elle consomme des matériaux rares, des batteries. Il faut construire des batteries pour pouvoir recharger. C'est pas rien. La voiture électrique, c'est pas parce qu'elle est électrique qu'elle ne dépense rien. Qu'elle puisse être dans une autre conception des transports, qu'elle puisse être un appoint, la voiture électrique, un complément. Dans certains cas, par exemple, des zones isolées à la campagne, dans lesquelles il ne peut pas y avoir les transports en commun, les transports publics qui ne peuvent pas desservir toutes les maisons, etc., qu'il y ait des compléments de ce type. Mais le mettre comme le modèle de déplacement, et le pire, c'est la voiture autonome. Ça ne consomme rien, il n'y a même pas de conducteur, il n'y a rien. C'est un consommateur d'énergie absolument fantastique, la voiture autonome. Le fondement de la social-démocratie, depuis qu'elle existe, c'est qu'il faut augmenter, il faut de la croissance, il faut du progrès, il disait, de la croissance, parce que plus on produit, mieux on peut répartir. Et plus le gâteau est gros, plus finalement, c'est facile de donner des parts à tout le monde. Donc faisons grossir le gâteau, parce que quand le gâteau rétrécit, c'est plus compliqué, il y a des tensions, il y a du conflit. Donc agrandissons le gâteau. Ne regardons pas comment on fait le gâteau, ne regardons pas s'il est empoisonné ou pas, ne regardons pas ce qu'on met dedans, la recette, etc. Ça, on ne regarde pas. Ce qui compte, c'est la taille du gâteau, ça s'appelle le PIB. Et il faut que la taille du gâteau augmente le plus possible. Ainsi, on résout la question sociale. Ça, c'est la caractéristique de la social-démocratie historique. Et ça continue. Alors maintenant, on fait un peu attention, c'est la croissance verte. Ou le développement durable. Et avec des idées redistributives. Et donc, on entend aussi dans cette part-là, d'abord le rôle central de l'État dans la transition. C'est l'État qui, par la politique publique, ce qu'il en resterait, les services publics, des grands travaux, des grands investissements publics, au niveau français ou bien au niveau européen, une grande banque publique d'investissement par exemple, ça c'est vraiment ce type de transition redistributive. C'est les grands travaux. C'est Roosevelt. C'est les grands travaux comme Roosevelt avait fait dans les années 30. On est devant une crise de ce type-là. Et donc, il faut relancer la machine, relancer l'économie par les grands travaux. Et finalement, l'écologie va pouvoir être compatible avec la justice parce que ces grands travaux verts vont créer des emplois verts, des emplois, alors décents si possible, c'est l'ONU qui dit ça aussi, des emplois verts, et ainsi la justice sociale, qui est essentiellement identifiée avec l'emploi d'ailleurs, la justice sociale va pouvoir être mise en place. Et là, il y a dans cette mouvance-là, disons, l'idée que la taxe carbone doit être redistributive. Ça, c'est ce que partagent les libéraux et les sociodémocrates, la croissance et la solution. C'est ce qu'on partage dans les instances internationales. Par exemple, moi je suis un petit peu les négociations climatiques au niveau des Nations Unies. Le dogme, c'est la croissance et la solution. On va trouver, alors ça aussi c'est dans la version pas mal social-démocrate, on va trouver des moyens de découpler, on dit, la croissance et les émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire, on va être efficace à produire en utilisant moins de matières, puisque les matières sont rares,
moins d'énergie. Et donc on va être plus efficient, et donc on aura une croissance propre. Bon, là, malheureusement, toutes les données que nous avons partout dans le monde, il n'y a pas de découplage. C'est-à-dire que quand la croissance augmente, les émissions de gaz à effet de serre, l'emprise que nous avons sur la Terre augmente. Il n'y a pas de croissance immatérielle. Ça, la croissance immatérielle, on le retrouve beaucoup dans la gauche. Hein, l'idée d'une croissance immatérielle, Internet, etc., etc. On n'a plus besoin de se déplacer, on peut travailler à domicile, tout va bien, on ne dépense plus. Non, ce sont des systèmes hyper industriels. Parce que derrière l'ordinateur, bon, d'abord, il y a beaucoup de matière pour faire un ordinateur, des métaux rares, en fait, tout ce qu'on veut, et puis il y a des câbles qui passent partout, il y a des satellites, c'est un système hyper industriel. C'est pas du tout léger, c'est de l'industrie lourde, Internet. Internet et ce qu'on dit dématérialisé, c'est de l'industrie lourde. Et ça, on est aujourd'hui en train de le réaliser. Donc là, la voie social-démocrate aujourd'hui, comment dire, elle s'oppose en partie, elle s'oppose parfois à la vision libérale, mais je pense qu'elle n'est plus crédible. Et d'ailleurs, je pense que c'est un des problèmes des social-démocraties. Qu'ils n'ont pas changé leur manière de voir, ils ont toujours fait dépendre la justice sociale de la croissance, de la productivité, du progrès technique, de l'efficacité, des experts qui allaient nous dire que, sauf que cette croissance, aujourd'hui, bon, d'abord, elle ne vient pas, elle est ralentie partout. On n'est plus dans les 30 glorieuses, hein, loin de là, et nous savons qu'aujourd'hui, et ça commence à se diffuser beaucoup, la croissance est le problème, elle n'est pas la solution. La croissance est le problème. En plus, en termes d'emploi, aujourd'hui, si dans les 30 glorieuses, on a pu penser, à juste titre, que la croissance a permis le plein emploi, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et c'est une vision qui est très européenne, si vous voulez aussi, qui s'est diffusée. Tout ça marchait très bien quand le développement ne concernait qu'un petit nombre de pays, 20% de la population mondiale, ce qu'on a appelé les pays industriels, les pays développés, qui allions prendre les matières premières un peu partout dans le monde à bas tarif. Et là, il y a eu un temps de croissance fort dans les 30 glorieuses, avec des droits, avec l'emploi, etc., etc. Mais quand on a voulu globaliser ce modèle, ce qu'on a fait dans les années 70-80, on a voulu globaliser ce modèle. Et un modèle beaucoup plus sauvage, d'ailleurs, on a globalisé. Mais là, on s'est heurté à des limites non négociables. Des limites physiques, géophysiques, matérielles. Et là, c'est là qu'on s'est rendu compte, on commence à se rendre compte que nous dépendons de... Bien sûr, nos sociétés dépendent de nos décisions. Nous sommes, les humains, les seuls à pouvoir prendre des décisions politiques. Mais ces décisions politiques, elles ne peuvent pas être prises en dehors d'un contexte géophysique, d'un contexte matériel qui nous impose un certain nombre de règles, de lois que nous avons voulu complètement ignorer. Ce n'est pas en touchant un petit bout du système fiscal que nous avons aujourd'hui que nous pouvons écologiser la fiscalité que nous avons, c'est toute la fiscalité qui devrait être écologisée aujourd'hui, véritablement, et pas simplement un petit morceau de la fiscalité. Donc il faut le revoir en reprenant toute la fiscalité, en faisant de la fiscalité une arme, une possibilité de solidarité, de redistribution et donc de justice sociale. Et c'est dans ce cadre-là qu'on pourrait envisager une taxe carbone qui serait redistributive, c'est-à-dire qui pourrait ponctionner, mais qui permettrait de redistribuer en fonction des revenus, etc., etc., de manière à ce que ça ne soit pas les plus déshérités qui soient en première ligne pour payer ces choses-là. Alors, comment penser la transition si on pense, on peut le discuter, que la croissance n'est pas la solution, que la croissance est le problème, et quand on a le souci de la justice sociale, à la fois de la justice sociale et d'une pérennité de la terre, de la nature, d'une pérennité de la vie, parce qu'aujourd'hui, le sujet, le défi que nous avons, la responsabilité, effectivement, que nous avons, qui est éthique aussi, qui est politique et éthique, c'est la pérennité de la vie sur la Terre.
et pas à l'échelle géologique. Nous savons que la Terre, elle ne sera pas éternelle, il y a le Soleil, on sait que la Terre, un jour, le Soleil s'éteindra, qu'il n'y aura plus de vie. Mais ça, c'est l'échelle géologique, sur laquelle, effectivement, nous n'avons aucune responsabilité. Enfin, il n'y a pas de responsabilité dans cette échelle-là. Mais aujourd'hui, les craintes que nous avons, c'est la pérennité de la vie à une échelle historique, à l'échelle humaine, et pensable 2, 3 siècles, 4 siècles, c'est-à-dire à l'échelle humaine. Et donc, ça nous donne une responsabilité immense. Et encore une fois, je pense qu'il y a une prise de conscience vis-à-vis de ça. Il y a une prise de conscience qui n'est pas suffisante peut-être, mais elle existe dans la société. D'abord, je mets une hypothèse. Je pense que la difficulté que nous avons pour penser tout ça, c'est que tout se fait à une vitesse absolument effroyable. Nous sommes des générations qui ont vécu l'apogée de la société industrielle, l'apogée de la civilisation industrielle, avec toutes les promesses de la civilisation industrielle. Et nous vivons le déclin de la civilisation industrielle. Le déclin, appelons-le comme on veut, l'effondrement, le déclin, etc., d'une société qui avait pensé pouvoir à l'infini transformer la nature, transformer les richesses naturelles en produits, en richesses, en accumulation, et que le plus c'était le mieux. Et quand je dis société industrielle, c'est l'agriculture industrielle, c'est la santé industrielle, c'est pas uniquement l'industrie, l'usine, l'ouvrier. C'est la civilisation industrielle, on a tout industrialisé. La nourriture est industrialisée, l'agriculture est industrialisée, le commerce est industrialisé, les transports sont industrialisés, etc., etc. Et ça, on voit aujourd'hui que pour des questions écologiques, ce n'est plus possible. Ou alors c'est possible pour quelques-uns. On peut continuer, à condition de se mettre à l'intérieur de frontières bien gardées, bien gardées, parce que c'est clair qu'à un niveau mondial, ce n'est plus possible. Il faudrait 5 ou 6 planètes, vous le savez, pour que la population mondiale de 2050, il faudrait 7 planètes, je crois, maintenant, elle est le revenu moyen européen. Je ne parle même pas du revenu moyen américain ou californien. Il y en a qui espèrent encore qu'on va retrouver la situation des 30 glorieuses ou la situation des années 70. Non, on ne la retrouvera pas. Peut-être qu'on retrouvera mieux, parce qu'on s'est fait beaucoup d'illusions dans ces années-là. Beaucoup. Et peut-être que maintenant, on est beaucoup plus éclairé sur un certain nombre de choses. Parce qu'on a mis beaucoup de choses sous le tapis. Les déchets, on les a mis sous le tapis. Dans ces années-là, et ces déchets, aujourd'hui, ils sortent. La transition, c'est comment on passe d'une civilisation industrielle, qui était aussi la civilisation du pétrole. Le pétrole, on l'a partout. C'est un bon exemple, le pétrole. On l'a partout, y compris dans nos cerveaux. Et même, on est beaucoup ému du plastique aujourd'hui. C'est la civilisation du plastique. Le plastique, c'est du pétrole pour l'essentiel. C'est fait avec du pétrole. Et effectivement, on a une pollution au plastique, aux micro-particules du plastique, qui est, c'est la prochaine sans doute, alerte grave, qui est partout. Absolument partout. Quand les enfants jouent sur les plages, sur le sable propre, apparemment propre parce qu'on l'a nettoyé, eh bien ce sable, il est aussi pollué aux micro-particules de plastique. Bien. Et donc ça c'est du pétrole. Du pétrole, il y en a absolument partout. Regardons chez nous, quand on essaie, moi j'ai essayé de me séparer du plastique, il y en a même un peu ici ce soir, eh bien c'est très difficile. C'est très très difficile. Bon, bref, donc la transition, c'est comment on passe à une société post-pétrole, post-fossile, post-nucléaire, post-industrielle. Et qu'est-ce que la transition? C'est aussi tenter de respecter les engagements qui ont été pris au niveau international. C'est maximum 1,5 degré de réchauffement climatique à l'horizon 2100. Par rapport à l'ère pré-industrielle, nous sommes à peu près à 1 degré de réchauffement par rapport au début de l'ère industrielle. Plus 1. La société industrielle, telle que nous l'avons pensée au XIXe siècle, aujourd'hui, elle n'est plus vivable. Et si nous voulons la faire perdurer,
ça passera par des guerres, par des conflits pour les ressources extrêmement importants, des conflits du climat, tout ce qu'on veut, très fort. Mais là, je lance une hypothèse dans la transition, et là, il faut transitionner aussi dans notre tête. Peut-être il ne s'agit plus simplement de produire, fabriquer, transformer. Il s'agit aussi de prendre soin, il s'agit de réparer. Et prendre soin de la société, des sociétés qui sont en mauvais état, prendre soin de la terre, de la nature. Et là, sans doute, il y a des gisements d'activités absolument immenses dans ce prendre soin. Et d'ailleurs, je me risque à quelque chose, mais vous pourrez le contester. Et je crois qu'il y a tout un tas de courants qu'on appelle écoféministes aujourd'hui. Très intéressant. Il y a beaucoup de femmes dans les mouvements pour la transition. Beaucoup. Dans les mouvements sur le climat, etc. Parce que justement, les activités d'éducation, de soins, l'attention, qui étaient des activités extrêmement dévalorisées. L'activité valorisante, c'est la production. Ça, c'est le centre. On produit, on accumule, on transforme, on extrait, on transforme et on vend des produits. Ça, c'est l'activité royale. Après, toutes les activités dites de reproduction, ça, c'était dévolu plus ou moins aux femmes comme activité plutôt, comment dire, dévalorisée. Et là, peut-être, il va falloir inverser le processus. C'est-à-dire que les activités vraiment centrales des sociétés aujourd'hui, c'est comment on prend soin des sociétés, comment on reconstruit de la société, on reconstruit du lien, on reconstruit de la justice, on reconstruit de la solidarité, on reconstruit des territoires qui sont complètement éclatés, on le voit avec les Gilets jaunes. La transition, c'est peut-être revoir la question de la fabrication et beaucoup plus être dans la reproduction. Il faut prendre soin aussi des plantes, des végétaux, des arbres, parce que nous vivons avec. Crise des systèmes énergétiques qui ont soutenu cette civilisation industrielle du 19e et 20e siècle. Donc là, il y a une transition énergétique à faire. L'agriculture où il y a le plus d'expérience, concrète, à la base, à l'échelle locale. Alors l'échelle locale, ça ne veut pas dire un tout petit truc, hein. L'échelle locale, ça peut être une municipalité, même une municipalité importante, qui refait des régies municipales d'électricité, quand même, ça existe. Et il y a, je crois, dans toutes ces expériences-là, l'idée qu'il y a le refus, souvent, de considérer que c'est le marché qui doit produire et gérer l'énergie. L'énergie est un bien fondamental, il y a un droit à l'énergie pour tous, ça fait partie des biens vitaux. L'énergie, l'eau, nous avons un droit d'accès à l'énergie qu'on ne peut pas confier à la logique de la concurrence, à la logique du marché. Mais il y a l'idée aussi qu'on ne peut pas le confier à l'État. Et que peut-être bien, il s'agit bien sûr de repenser la notion de service public, beaucoup plus décentralisé. Un système complètement centralisé, c'est le système que nous avons, non seulement, bon, il n'est pas démocratique, ça on le voit tous les jours, mais en plus, au niveau efficacité énergétique, c'est un système qui n'est pas efficace sur le plan énergétique parce qu'il ne favorise pas la diversité, il y a une sorte d'unification énergétique, alors que nous avons besoin de la diversité des sources d'énergie. Le capitalisme industriel, c'est au contraire la simplification, on simplifie tout, le droit du travail, tout, on simplifie, hein, mais on simplifie la production aussi, même si on a l'impression qu'il y a des tas de produits différents, des yaourts, etc. C'est une simplification absolument énorme. On a cassé la diversité. Et pour le système énergétique, plus il est décentralisé, plus il peut mettre en jeu des systèmes d'énergie différents selon les régions, etc. Ce qui n'empêche pas, ensuite, un système de péréquation qui permette l'accès à l'énergie pour tous, à un tarif, bon, etc., etc. Mais donc, c'est toute une rediscussion sur c'est quoi un service public. EDF, qui a accompli des missions de service public, EDF est une grande prédatrice aujourd'hui. Elle est prédatrice de l'intérêt général et du commun. La politique nucléaire d'EDF est une véritable catastrophe financière, payée par la collectivité. Dans ces alternatives, ce qu'on a vu apparaître beaucoup, c'est la notion de commun. Un bien commun, c'est à la fois une ressource commune
mais c'est aussi une communauté qui gère la ressource et qui décide collectivement et démocratiquement de comment on produit la ressource, comment on l'entretient, comment on assure sa renouvelabilité, etc. L'histoire, elle n'est pas écrite, pas du tout, et que bien souvent, ce sont des événements à la marge qui, à des moments donnés, pour des raisons complexes souvent, tout à coup font sens et peuvent devenir dominantes. C'est comme ça que l'histoire s'est faite aussi. Les marges, elles ont toujours été importantes dans l'histoire. Ce qui s'invente dans les marges, qui parfois nous désespère parce que ce n'est pas à la bonne échelle, on voudrait que ce soit une échelle beaucoup plus grande, eh bien ça préfigure des mondes que nous voudrions, et il peut y avoir des basculements qui s'opèrent que nous n'attendons pas. L'histoire nous surprend toujours. Qui aurait pensé qu'il y aurait un mouvement des Gilets jaunes il y a 6 mois? Je termine en disant que, il me semble, il y a plusieurs échelles, et il ne faut négliger aucune échelle. Il y a l'échelle locale, il y a l'échelle municipale, régionale, étatique, européenne et internationale. Et je crois malheureusement qu'on a été aussi dans une culture politique pendant très longtemps d'exclusion. Aujourd'hui, les enjeux qui sont devant nous ne pourront pas être réglés par une minorité. Je crois qu'il ne faut pas opposer les initiatives. On peut les discuter, il y a du conflit, mais il ne faut pas les opposer. La question c'est où nous sommes chacun, ce que nous pouvons faire. Parce que si on ne fait rien individuellement, généralement, on ne s'intéresse pas obligatoirement beaucoup non plus au collectif. Donc il faut remettre de la conflictualité. Et c'est ce que nous disent les Gilets jaunes. Il faut remettre de la conflictualité. L'idée qu'il pourrait y avoir une transition écologique avec justice sociale et que tout le monde y gagnerait, la terre, non. Non. Parce qu'aujourd'hui, il y a des responsables du réchauffement climatique. Ce n'est pas abstrait le réchauffement climatique. Il y a des responsables du fait que les sols sont quasiment inutilisables. Enfin, ils sont utilisables uniquement en y mettant de l'engrais, etc., que 80% des sols sont morts en France. C'est ce que disent les Bourguignons. Et ça, si vous voulez, quand aujourd'hui on continue à prôner l'agriculture industrielle à base d'engrais, on est responsable. On est responsable. Et donc là, tout le monde n'est pas responsable de la même manière, même si nous nous sentons tous absolument concernés et avoir notre mot à dire. Donc remettre du conflit, ce n'est pas gagnant-gagnant. Ce n'est pas gagnant-gagnant. Aujourd'hui, il faut laisser les énergies fossiles sous terre. Mais les industries pétrolières ne sont pas d'accord. Là, il y a du conflit. Le conflit, ce n'est pas obligatoirement la guerre, mais il y a du conflit, et donc il faut qu'à un moment donné, il y ait de l'arbitrage de conflits extrêmement important. Non, aujourd'hui, ce n'est pas gentil l'écologie. Aujourd'hui, il s'agit quand même de catastrophes graves, de systèmes, d'écosystèmes qui sont gravement perturbés. Il s'agit de mettre en évidence la responsabilité des États, la puissance écocidaire des États. On a un écocide aujourd'hui, et donc il faut le mettre en évidence, il faut le désigner, y compris porter plainte, comme l'ont fait beaucoup d'associations, contre l'État, parce qu'une des fonctions de l'État, c'est quand même de protéger les citoyens. Et donc ces associations considèrent qu'en termes de réchauffement climatique, l'État français ne protège plus les citoyens et n'applique pas ce sur quoi il s'est engagé, donc il y a eu une plainte. Donc, il s'agit de limiter la puissance des États écocidaires, de résister, de bloquer des projets, Notre-Dame-des-Landes, etc. On a eu beaucoup d'exemples, il y en a d'autres, de bloquer, de désobéir. De désobéir parce qu'il peut y avoir un devoir de désobéir. Quand on considère si on considère qu'il s'agit d'un écocide qui met en péril la vie de milliers de personnes, et même si ce n'est pas des milliers, à ce moment-là, on a un devoir aussi de désobéir si on considère que la loi n'est pas juste et n'est pas légitime. Bon, c'est ce qui s'est passé pour les gaz de schiste, par exemple. S'il n'y avait pas eu les actions sur les gaz de schiste, mais il y aurait l'extraction de gaz de schiste partout en France, et surtout dans cette région d'ailleurs. Le fait que
et ça c'est pas les humains qui l'ont, le fait qu'aux États-Unis, il y ait eu ce film qui a été fait, Gazland, et le désastre, les échappements de gaz qu'il y avait, les mini-tremblements de terre que ça a occasionné, tous les forages, des tremblements de terre assez importants. Ça nous a donné un sacré coup de main pour lutter contre les gaz de schiste ici. Donc là aussi, c'est une lutte inter... il y a la société et il y a la géologie qui nous a aidés aussi. S'il n'y avait pas eu de résistance sur les OGM, on serait comme l'Argentine, recouvert d'OGM. Intéressant, en Argentine, c'est le soja transgénique Monsanto sur des milliers d'hectares. Ce soja transgénique, il y a une mauvaise herbe qui a poussé au milieu des champs de soja transgénique. C'est des amarantes. Et ces amarantes, c'est une pollution terrible pour le soja transgénique. Elles ont muté et quand il y en a, elles bousillent complètement le champ. Qu'ont fait les femmes paysannes? Elles ont fait ce qu'elles appellent des bombes d'amarante. C'est-à-dire, elles recueillent les graines, elles ont recueilli, mais sur des grandes quantités, recueilli les graines d'amarante et elles en ont balancé, ils en balancent le maximum dans les champs d'OGM pour détruire les OGM. Là, c'est un joli exemple. Bon, ça, c'est une forme efficace, assez ironique, je dois dire. Les bombes d'amarante, quand même. Alors, en plus, l'amarante, c'est une plante, on a trouvé après, qui était une plante nourricière qui était utilisée par les Incas, qui était une plante sacrée des Incas, vraiment. Parce qu'il y a des variétés d'amarante comestibles. Celle-là, elle n'est pas comestible. C'est de la mauvaise herbe. Eh bien, les mauvaises herbes, elles nous servent aussi. Et ils appellent ça résistance interespèce. Ils appellent ça. Entre les humains et les amarantes. On fait des bombes d'amarante, on fait de la résistance interespèce. Bon. Ce sont des résistances extrêmement importantes, au moins pour stopper l'avancée écocidaire. J'insiste sur un point, toutes les expériences d'autonomie, autonomie alimentaire, autonomie énergétique. Ce système industriel, il nous a privés d'autonomie. Nous dépendons totalement de systèmes que nous ne contrôlons pas. La justice sociale, on l'a pensée en termes de droit. Droit à un environnement sain, droit à ci, droit à là. Et ça a été pensé, les droits, de manière infinie. Aucune limite au droit. Il y a des limites que nous ne pouvons pas passer. Je ne peux pas, j'ai droit à l'énergie, oui, c'est un droit, l'accès à l'énergie, mais je n'ai pas droit à toute l'énergie que je veux. Non. Pourquoi? Parce que d'abord, je ne suis pas seul. Je ne suis pas dans un seul... Il y a beaucoup de pays, il y a beaucoup de monde. Les pays riches consomment quand même encore 20% de la population mondiale consomme 80% de la production d'énergie mondiale. On n'a pas droit à tout. Et ça, c'est une vision aussi très libérale de la liberté. La liberté, c'est le droit à tout. Non. Nous avons des obligations par rapport à la Terre. Nous avons des obligations par rapport à l'environnement. Et ceux qui ne respectent pas ces obligations, eh bien, on peut imaginer, certains le demandent, que ce soit considéré comme un crime. Crime d'écocide. Pas seulement crime contre l'humanité, mais crime contre les écosystèmes dont nous dépendons. Certains courants qui demandent, qu'il y ait une cour pénale internationale qui puisse juger des crimes d'écocide. Là aussi, si vraiment nous voulons penser la justice sociale, nous devons repenser la justice sociale. Mais pas en termes de redistribution, ça c'est évident, qu'il s'agit de lutter contre les inégalités, mais lutter contre les inégalités, c'est pas vouloir faire égaliser le niveau des pauvres par rapport au niveau des riches. Un rattrapage qui n'est pas possible et qui n'est pas souhaitable. Aujourd'hui, le problème, c'est pas la pauvreté, le problème, c'est la richesse. Le problème des sociétés aujourd'hui, c'est pas les pauvres. C'est l'accumulation de richesses par les riches. C'est ça qui pose problème et qui dérègle
qui dérèglent vraiment les écosystèmes, les sociétés, etc. La justice sociale, c'est pas uniquement à l'échelle d'un pays, hein. La justice sociale aussi, ou alors il faut s'entourer de frontières, mais protectrices. Mais la justice sociale, c'est plus global que ça. Ce qui s'est passé dans les ronds-points, les installations de ronds-points, c'était des vrais villages, hein. Les ronds-points, c'est vraiment des non-lieux, par excellence. C'est le symbole du capitalisme, de la finance, c'est-à-dire un non-lieu, un lieu de passage, ça circule. C'est pas un lieu dans lequel on s'ancre, c'est pas un lieu dans lequel on habite, c'est un lieu pour circuler. Comme la finance qui circule partout au niveau international, comme les supermarchés, comme les gares, vous en avez une quand même qui est pas mal à Montpellier. Bon voilà, c'est des trucs pour circuler, c'est des non-lieux. Bon. Ils occupent des non-lieux, ils en font des lieux. Bon, ça, je trouve, c'est ça qui a donné de la force à ce mouvement quand même. Donc là, c'est à nous aussi d'avoir cette intelligence. C'est ça que j'appelle l'attention, le soin, et puis le soin par rapport aux gens aussi, aux personnes. Voir la détresse, voir, et pas que la détresse, hein, voir aussi les moments, les endroits de joie, bon, tout ça, comment tout ça, ça peut faire mayonnaise. S'il n'y a pas, malgré tout, à une échelle, soit régionale, soit étatique, soit européenne, à un moment donné, un accompagnement, ou en tout cas une facilitation, c'est très difficile dans la durée, vous dites la patience, hein, c'est très difficile dans la durée. La question des circuits courts, par exemple, hein. Il y a une municipalité que je cite tout le temps, mais il n'y en a pas 50, j'en connais pas 50, mais elle est en zone quand même entre Cannes et Nice, Montsartou. Le maire de Montsartou, c'était une petite ville de 10 000 habitants quand même, hein, 10-15 000 habitants, a empêché Ikea de s'installer pour ne pas tuer le commerce et l'artisanat local, parce que vous mettez Ikea, c'est terminé. Donc, il a empêché Ikea, il a empêché un immense intermarché, empêché l'intermarché de s'installer. Donc là, si vous voulez, ensuite, quand vous développez les circuits courts, si vous avez ce type d'institution qui, à un moment donné, favorise, hein, rien n'empêche un maire d'interdire, de ne pas autoriser l'implantation de Lidl. Au contraire, il les attire, Lidl. Bon, donc par exemple, tout ce qui est l'accompagnement des circuits courts, ça devrait être... Bon, je n'en ai pas parlé, moi je pense quand même nous avons un outil aujourd'hui, c'est tout ce qui est au niveau municipal, alors ça dépend des régions, ça dépend des... Mais le municipalisme, le retour de l'idée du municipalisme, c'est que c'est quand même une échelle à partir duquel on peut penser, alors appelons-le comme on veut, transition, rupture, comme on veut, hein, mais à l'échelle municipale, il peut y avoir une démocratie plus facilement, et il peut y avoir des transitions importantes. Il y a quand même des mouvements qui commencent à devenir importants, hein, au niveau des jeunes étudiants qui sont désespérés de l'absence de sens, etc. Ça commence à devenir assez fort quand même, y compris dans les grandes écoles, etc. En Angleterre, c'est très fort. Et ce sont des jeunes chercheurs ou étudiants qui ont créé un mouvement qui s'appelle Extinction Rebellion, en Angleterre, qui se crée maintenant en France, Extinction Rebellion, ils ont une sorte de manifeste fondé sur la désobéissance. La désobéissance civile collective, hein, et sur l'idée que les États ne font rien. Et là, alors c'est leur position, ils affirment qu'ils sont prêts à aller jusqu'en prison pour témoigner de leur désaccord et donc porter le débat dans les tribunes. J'arrête maintenant parce que c'était trop long. Je vous remercie. Convidassi da scoppare in pasta